Et à tous, merci de nous suivre encore une fois sur cette consultation populaire. Alors aujourd'hui, on est en visio, crise sanitaire oblige, donc on peut pas se voir, mais j'espère te voir très bientôt, Hélène. Donc on est avec Hélène Éloire, qui est donc AESA pour l'amitié à Paris, et qui est donc, tu es la présidente du collectif. Non, je suis la représentante du collectif. D'accord, donc la représentante nationale de CGT Éducation. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de la situation des AESH dans les écoles, dans les lycées et bien évidemment de cette circulaire qui est passée le 5 juin 2019 pour savoir vraiment quelles ont été les mesures qui ont été prises pour améliorer votre statut. Est-ce que vraiment ça a amélioré votre statut? Est-ce que vous avez eu des avancées sur vos revendications? Donc, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu le combat que tu mènes et puis surtout nous donner ton avis et qu'est-ce que tu souhaites vraiment que la loi puisse t'apporter à vous et à toutes ces femmes, parce que je rappelle quand même qu'au niveau des AESH, c'est un emploi qui est très féminin. Vous êtes 92% de femmes dans cet emploi, donc c'est un emploi très féminisé. Donc, je te laisse la parole. Voilà, c'est à toi. Bonjour Sabrina, donc je suis Hélène Éloire, AESH à Paris et représentante du collectif AESH national CGT Éducation. Donc, c'est un collectif qui est au sein de la CGT Éducation. Alors, AESH, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire accompagnante d'élèves en situation de handicap. Nous travaillons et fait que nous sommes employés par l'Éducation nationale. Avant, on nous appelait les AVS, donc je pense que la plupart des personnes connaissent plus le terme d'AVS qu'on continue d'employer, qui voulait dire assistante de vie scolaire. En 2014, on a changé au nom d'AESH, et on a continué à certains employeurs, et puis on continue à appeler AVS les personnes qui étaient en contrat aidé, et d'appeler les AESH les personnes qui passaient en contrat de droit public avec l'éducation nationale. Voilà. Maintenant, depuis la circulaire du 5 juin 2019, il n'y a plus de contrat aidé. Enfin, les personnes qui sont en contrat aidé les ont finis au courant de l'année 2020. Et maintenant, nous sommes plus que des AESH en contrat de droit public, que soit CDD ou CDI. Alors, pour bien comprendre, dans l'éducation nationale, nous devons faire 6 ans de CDD pour pouvoir prétendre à un CDI, mais ce n'est pas automatique parce que ça dépend du financement. Et on peut tout à fait faire 6 ans de CDD et arriver à la fin des CDD et s'entendre dire, ben non, c'est terminé parce qu'il n'y a pas de financement pour un CDI. Donc, pour certaines personnes qui ont pu faire 5 ans en contrat aidé, normalement, un contrat aidé, c'est 2 ans, mais il y a des dérogations qui font qu'on pouvait faire 5 ans de contrat aidé plus 6 ans de CDD. Vous imaginez, au bout de 11 ans dans la même entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, en tout cas chez le même employeur, et qu'on vous dise du jour au lendemain, ah ben non, on n'a pas les financements, donc c'est terminé. Et on emploie donc des personnes qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune expérience, pour redémarrer la même chose. Ça, c'est un cercle vicieux et c'est quand même une des aberrations du système. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin 2019? C'est qu'il y a eu une nouvelle circulaire qui n'est pas un décret, qui n'est pas une loi, c'est une circulaire pour les AESH. Et cette circulaire, elle a apporté des modifications, des petites améliorations, je vais en parler d'abord, mais par contre, derrière, ça a engendré aussi des problématiques. Alors, la première petite amélioration, c'est qu'on est passé en contrat de 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, on avait des contrats de 1 an, si bien qu'au bout d'1 an, on passait tout l'été
à se demander est-ce que mon contrat va être renouvelé ou pas, et donc un été qui n'était pas absolument pas un été de vacances. Bon, il se trouve que maintenant on a un contrat de 3 ans, donc on est un peu moins dans cette angoisse-là. On a les angoisses pour les affectations, mais ça c'est autre chose. On est un petit peu moins au niveau des contrats dans ces angoisses. Mais par contre, on ne peut pas, dans la fonction publique, on ne peut pas négocier un départ lorsqu'on est en CDD. La seule solution, c'est la démission. En CDI aussi, parce que depuis le 1er janvier 2020, on a la chance, normalement, on devrait avoir la chance de pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle, mais il se trouve que, faute de financement, encore une fois, les rectorats refusent systématiquement les ruptures conventionnelles. Donc, encore une fois, c'est la démission. Qui dit démission, dit pas de chômage derrière. Quand on est dans nos contrats précaires, c'est très compliqué. Donc, le deuxième petit avantage, c'est quelque chose, je vais résumer parce que c'est très technique, hein. C'est une petite hausse par rapport à notre annualisation. Nous sommes annualisés sur 1607 heures, qui était divisé sur 39 semaines, c'est divisé sur 41 semaines alors qu'on travaille 36 heures à côté de l'élève par an. Et en fait, il reste 5 semaines qui vont nous permettre de prendre en compte ce qu'on appelle les heures invisibles. C'est-à-dire que nous, on est payé pour être à côté de l'élève, mais on ne fait pas que ça. On assiste à des réunions, nous-mêmes, on s'auto-forme puisqu'on est très mal formé. Il y a des heures de formation, il y a des heures de concertation avec les enseignants, les parents, etc. Et nous, on a des heures de préparation personnelle aussi, parce que ce qu'il faut bien entendre, c'est que AESH, non seulement on est sur des champs de handicap très différents, mais en plus, on doit couvrir de la maternelle au BTS. Dans toutes les matières, vous imaginez un élève qui fait du japonais, bon ça c'est l'exemple, qui fait de l'espagnol alors que vous avez fait allemand première langue, qui est en terminale scientifique alors que vous avez un cursus littéraire, ou même en BTS spécialisé, on nous demande d'être omnisciente en nous prétextant qu'on doit juste accompagner l'élève, mais comment voulez-vous reformuler un cours si on n'a pas compris? Voilà. Donc ça, c'est un grand point d'interrogation parce que là-dessus, on n'est pas du tout formé et l'éducation nationale se cache les yeux et les oreilles par rapport à cette problématique-là. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, donc l'annualisation, ça devait prendre encore en compte les heures invisibles en nous payant quelques euros de plus. Mais malheureusement, après cette circulaire, au départ, certains rectorats, évidemment pas tous, certaines DSDEN ne voulaient pas prendre en compte la circulaire en disant que le décret précédent prévalait sur la circulaire. Bon, le ministère a essayé de remettre les choses en place, mais après, il y a eu toute une problématique pour mettre en place les contrats de 3 ans. Déjà, et d'une, les personnes n'avaient toujours pas signé leur contrat en décembre, c'est-à-dire presque 6 mois après la mise en place de la circulaire, ou alors les contrats qui n'étaient toujours pas passés à 41 semaines. Et on a encore cette problématique-là plus d'1 an après dans certains départements. C'est-à-dire que donc les personnes sont toujours moins bien payées en faisant plus d'heures que leurs collègues qui ont signé l'avenant, la régularisation du contrat. Donc voilà, ça ce sont des problématiques. Ensuite, les rectorats et des SDEN, employeurs, ont voulu faire du zèle, certains. Sur ces heures invisibles, cette espèce d'heures invisibles qui s'appellent des heures connexes, qu'on a à disposition pour les réunions et concertations formation. Certains exigeaient de les mettre sur des heures d'accompagnement d'élèves pour qu'on ait plus d'heures d'accompagnement, ou d'autres comme si on leur devait un dû et de faire toutes ces heures en faisant des missions qui n'étaient pas les nôtres, comme du travail administratif, comme surveiller la cour, surveiller les classes sans les enseignants ou les enseignantes,
ou alors, je ne sais pas, avec la période de confinement, déconfinement, désinfecter les classes. Voilà. On est employé souvent, ça continue, hein, ça c'est quelque chose, sont des remontées perpétuelles et ça c'est quelque chose qui perdure, c'est-à-dire qu'on est là pour certains employeurs, évidemment pas pour tous, à leur service, comme des bonnes à tout faire, et la ESH, elle pourrait faire ça, elle pourrait faire ci. Et ça, c'est un problème parce que c'est une fonction, on n'a toujours pas de statut, donc on nous emploie pour n'importe quoi. Et les personnes se contrefichent de la circulaire. Ok. Est-ce que Julien, peut-être tu as une question? Ouais, bah déjà merci pour ton témoignage. Hein. Moi, je suis toujours effaré, vraiment. Mais enfin, je trouve ça fou comme la manière dont les gens les plus utiles à la société, en fait, ceux que des fois on avait l'habitude d'appeler les premiers de corvée pendant justement le confinement, sont les plus maltraités par le système, un peu comme les soignants finalement dans les hôpitaux, et qui manquent de moyens financiers, de moyens humains. Enfin, c'est vraiment, c'est effarant. Et du coup, c'est lié à mon interrogation. Moi, j'ai été surveillant il y a quelques années en lycée, et je sais qu'à ce moment-là, c'était un peu compliqué de trouver des AVS ou des AESH à l'époque. AESH. Enfin, je sais plus à l'époque si c'était AESH ou AVS, mais enfin bref. Et du coup, c'était vraiment compliqué. Du coup, est-ce que je me pose toujours la question, est-ce que vous êtes toujours en manque d'effectifs chroniques chez les AESH, quoi, à l'heure actuelle? Alors oui, tout à fait, on est toujours en manque. Il y a toujours des élèves qui ne peuvent pas être scolarisés parce qu'ils n'ont pas d'AESH, ou des élèves qui sont scolarisés mais qui n'ont toujours pas leur AESH. Et c'est là où on vient au troisième point de la circulaire, en fait, qui est la mise en place des PIAL, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui sont des systèmes de gestion où il y a un établissement, en général c'est un collège ou un lycée, qui gère plusieurs autres établissements, mais uniquement pour l'inclusion des élèves, c'est-à-dire qu'il gère le nombre des élèves en situation de handicap sur tout ce pôle, et ce qu'on appelle les aides humaines, qui sont les AESH. Donc ces pôles, on leur donne un certain nombre d'heures d'aide humaine qu'ils ont à dispatcher sur les élèves, et il faut voir que jusqu'à présent, les élèves, ils avaient des notifications MDPH avec des heures mises, mais faute de moyens, de restrictions budgétaires, comme d'habitude, et puis donc d'AESH, en fait, les heures d'accompagnement des élèves sont diminuées et les AESH ont de plus en plus d'élèves à accompagner. Parfois plusieurs dans la même classe, ou parfois dans d'autres établissements différents. Donc, elles doivent aller dans plusieurs, elles ou ils, doivent aller dans plusieurs établissements différents. Parfois même, il y a des changements dans la journée. Donc ça, c'est quand même assez scandaleux. Nous, ça nous fait une charge de travail qui est immense, une fatigue qui est immense, et ça nous multiplie aussi les réunions, ça nous multiplie aussi l'auto-formation, je vais parler de la formation après, ça nous multiplie la charge mentale tout simplement, et puis on doit avoir encore une fois une connaissance immense aussi du champ du handicap. Mais pourtant, il y a toujours des élèves qui n'ont pas d'AESH. Il y a toujours un manque de moyens. Il y a, malgré les promesses gouvernementales ou les annonces de tant de postes de créer, ça n'est jamais suffisant et ça n'est jamais assez. Et en plus, ils biaisent puisqu'ils réduisent les heures d'accompagnement des élèves. Moi, je voulais poser une question justement sur les formations, parce que ça, je me souviens que c'était une revendication qui était très, très forte par rapport à ces formations. Est-ce qu'il y a eu une avancée sur le contenu, par exemple, des formations, sur le nombre d'heures, parce que je me souviens de témoignages qui disaient que finalement, elles prenaient leur poste et puis elles avaient leur formation qu'après la prise de poste. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, avec la circulaire 2019, ça a été notifié
la formation de 60 heures, mais qui existait depuis des années. Donc, ce n'est absolument pas une nouveauté, comme ça a été annoncé. C'est la formation qui existait et qui a été notifiée. Dans cette circulaire, il a été notifié qu'elle pouvait se faire avant la prise de poste. Or, ça n'est toujours pas appliqué, c'est-à-dire qu'on continue effectivement à débarquer sur un poste sans avoir fait cette formation. Cette formation, c'est une formation de 60 heures, c'est très peu, hein, qui est énormément théorique, peu pratique. Alors là, il y a des petites... elle a un petit peu évolué, mais ça n'est jamais assez pratique. Ça n'est jamais assez. Ensuite, il y a des formations académiques qui se font sur... c'est de la formation continue, hein, dans le cadre de la formation continue, sur des formes de handicap. Mais c'est, encore une fois aussi, c'est pareil, c'est pas assez développé. C'est souvent sur l'autisme, sur les 10, sur la langue des signes, mais c'est pas assez développé pour toutes les formes de handicap. Et nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est une formation initiale pour qu'on arrive sur un poste, qu'on ne soit pas balancé sur un poste sans savoir ce que c'est, parce que c'est dangereux pour l'élève, pour nous, pour la classe, pour l'entourage. Et ce n'est pas productif, c'est contre-productif. Donc, et ce qu'on aimerait aussi, nous, en tant que CGT, au niveau de la CGT, on voudrait une formation sur 2 ans, sur 18 mois, donc 9 mois, 9 mois, une formation avec des stages sur le terrain, c'est-à-dire des stages non seulement en milieu scolaire auprès d'autres AESH, hein, pour voir comment ça se passe, mais aussi des stages dans les associations spécialisées dans le handicap, avec des professionnels, avec des interventions de professionnels. Ça serait formidable, parce que là, on serait vraiment formés. Là, il pourrait y avoir une réponse face à la situation et on serait moins en danger. Comment on fait quand on est AESH, qu'on n'a jamais travaillé avec des autistes et qu'on se retrouve avec un autiste ou une autiste qui fait une colère? Comment on fait la première fois? C'est extrêmement compliqué, ou même les premières fois, c'est quelque chose qui s'apprend, de faire face à ses colères, de les gérer, etc., etc. Bon, ça c'était un exemple, mais pour toutes les formes de handicap, on a besoin d'apprendre. La formation est essentielle et elle est vraiment négligée, méprisée, malgré nos demandes, il n'y a vraiment jamais rien. Donc, les AESH auto-forment, sans parler de ce que je vous ai dit sur la scolarisation de la maternelle au BTS. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une forte demande. Nous, on a d'autres demandes, effectivement. C'est vraiment le statut, parce qu'on n'est pas des fonctionnaires. Nous, on est des contractuels de la fonction publique et de l'éducation nationale, notamment. Et contractuel, donc ça veut dire des CDD ou des CDI, ça veut dire qu'on peut nous faire partir n'importe quand, et ça veut dire aussi qu'on a ces contrats précaires. On a très peu de contrats qui sont à 100%. La majorité des contrats, c'est à 24 heures. 24 heures, ça fait quoi? Ça fait 750 € net par mois. On ne peut pas vivre avec 750 € net par mois, c'est pas possible. Il y a des AESH qui essayent d'avoir un autre travail à côté. Mais malheureusement, comme on peut nous changer d'affectation du jour au lendemain, elles perdent leur travail. Ou alors elles ont des enfants à domicile, elles ne peuvent plus aller les chercher à l'école. Et c'est très, très compliqué avec 750 €. On ne peut pas payer une nounou, on ne peut pas payer une babysitter. Voilà. Et ce sont des choses qui sont notre quotidien. Notre quotidien, c'est la peur d'être toujours affecté ailleurs. Est-ce que je vais rester avec cet élève? Est-ce que je vais avoir d'autres élèves? Est-ce que je vais pouvoir les suivre un peu? Est-ce que je vais rester pas trop loin de mon domicile? Il faut dire que les pials, la loi peut nous envoyer à 60 km. Il y a des pials qui ont des envergures de 40 km. Hein. Donc, il y a des personnes dans les départements ruraux qui vont de 40 km en 40 km avec des frais qui ne sont pas forcément remboursés. Encore une fois. Donc, tout ça nous met dans une précarité qui est énorme. Donc, on veut un statut. C'est la première chose. Et un statut, ça veut être considéré au niveau de notre salaire. Ça veut être aussi considéré par nos pairs. Ça veut être aussi être considéré par les enseignants et enseignantes, parce qu'il y en a qui ne nous considèrent pas.
il y a de plus en plus d'enseignants et enseignantes qui travaillent avec nous, mais il y a toujours un petit nombre qui ne nous considèrent pas, qui nous prennent pour je ne sais quoi, et ça veut être aussi considéré par notre employeur. Voilà. Et la dernière chose, évidemment, c'est la revalorisation salariale qui est extrêmement importante. On ne peut pas vivre, on est payé au SMIC, encore une fois, avec des emplois à temps partiel, on ne peut pas vivre de cette façon-là. On a des responsabilités auprès des élèves, on est indispensable à l'inclusion. Si le ministre, si l'État veut une école inclusive, intéressante, nécessaire et qui puisse faire avancer les choses, il faut payer son personnel de manière décente. Voilà. Bah écoute Hélène, moi je ne sais pas bien si tu as une question ou Bruno, si tu as une question. Non. Il y a eu une coupure, j'ai mal compris. Oui, je demandais à Bruno et Julien si tu avais d'autres questions. Non, pour moi c'est bon, merci. En tout cas Hélène, merci beaucoup pour ton témoignage. Ouais, merci beaucoup. J'en prie. Tu as bien éclairé sur cette circulaire qui s'est passée en 2019. Donc on voit bien qu'en fait, pas grand-chose s'est passé depuis, hein, simplement voilà, deux, trois petites choses qui ont fait que bon, vous avez peut-être eu un peu plus, on va dire, ces horaires invisibles qui ont été marqués. Vous êtes passé de 39 à 41, mais bon, on voit bien qu'au niveau de la formation, c'est toujours pas ça. On voit bien qu'au niveau du statut, ben, vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Bref, il y a encore tout à faire finalement. Et donc, nous, on va prendre ton témoignage, les revendications, les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, et on va travailler pour que justement, c'est grâce donc à toutes ces consultations populaires qu'on fait actuellement pour réactualiser l'avenir en commun, le programme qui normalement doit être mis en œuvre dès 2022. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir faire. Normalement, on devrait faire de bonnes propositions avec tout ça. On devrait y arriver sans problème. Il faut bien dire que en fait, ce qui est terrible, c'est que les conditions se sont dégradées depuis, et elles ne font que se dégrader au lieu de s'améliorer. Voilà. Okay. En tout cas, merci à toi. Merci vraiment beaucoup. Et puis, sinon, toutes celles et ceux qui nous suivent, à une prochaine très vite, n'est-ce pas, Julien? Normalement, ça va être très vite. À une prochaine consultation populaire. Merci. Merci. Merci.